j'ai frappé à la porte de la chambre 847 de l'hôtel Majestic à Cannes. Il était 23h47, un vendredi soir. Ma femme pensait que j'étais à plus de 10 000 km de là, à Tokyo, enterré dans un séminaire des EAPOS, entreprise. J'avais pris un vol de nuit, sauté dans un Uber directement depuis l'aéroport et je me tenais maintenant dans ce couloir avec une douzaine de roses et une bouteille de champagne. Un voyage surprise pour notre anniversaire. Un geste romantique. Le genre de choses censées sauver un mariage. La porte s'est ouverte, mais ce n'est pas ma femme qui se tenait là. C'était un homme, la trentaine, torse nu, un peignoir de l'hôtel entrouvert, un verre de champagne à la main. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Pendant 3 longues secondes, personne n'a bougé. Puis, de l'intérieur de la chambre, j'ai entendu sa voix, « Chérie, c'est qui ?»« Chérie. » Le visage de l'homme est passé de la confusion à une pâleur extrême en environ une demi-seconde. A-t-il bégayé. Je n'ai pas attendu d'invitation. Je l'ai bousculé pour entrer dans la suite, et ce que j'ai vu dans cette pièce, les pétales de rose, les bougies, la valise ouverte avec ses vêtements mélangés aux siens m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ma femme est apparue depuis la chambre à coucher, enveloppée dans un peignoir de l'hôtel, les cheveux encore mouillés par la douche. Elle s'est figée en me voyant. Les roses ont glissé de mes mains et se sont écrasées sur le sol en marbre. Marc. A-t-elle chuchoté. Joyeux anniversaire, ai-je dit. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les 60 secondes qui ont suivi et pourquoi l'homme dans cette chambre a fini par me supplier de l'épargner, abonnez-vous car cette histoire ne se termine pas par mon départ le cœur brisé. Elle se termine par mon départ avec une fortune en poche. Je m'appelle Marc Lefebvre. J'ai 39 ans et je vis à Paris. Depuis 12 ans, je travaille comme architecte système senior pour une entreprise technologique du CAC 40. Un bon salaire, de solides avantages, le genre de carrière stable qui permet de construire une vie. Ma femme, Valérie, a 37 ans. Nous nous sommes rencontrés à EAPOS, université, mariés à 26 ans, et avons passé 13 ans à bâtir ce que je pensais être un mariage solide. Un bel appartement dans le 15e arrondissement, des brunchs le dimanche au bord de la Seine, du Pilate en couple le jeudi. De l'extérieur, on aurait dit que nous avions tout compris. De l'intérieur, je sentais des fissures depuis un moment. Ça a commencé par des détails. Valérie travaillait comme déléguée médicale. Un poste à haute pression, beaucoup de déplacements, de congrès, de dîners avec des clients. Je ne l'avais jamais remise en question. C'était sa carrière. J'avais confiance en elle. Mais il y a environ 6 mois, quelque chose a changé. Elle a commencé à EAPOS, habillée différemment pour ses voyages de travail. Pas un style professionnel, mais plutôt comme pour un rendez-vous galant. Un nouveau parfum, de la lingerie fine que je ne la voyais jamais porter à la maison. Son téléphone, qui restait d'habitude sur le comptoir de la cuisine, vivait désormais dans son sac à main, toujours face contre table. Un week-end entre filles à Cannes, a-t-elle annoncé un matin devant le café. Léa et moi, on y va pour un long week-end. On a besoin de décompresser. Léa était sa colocataire de fac. Je l'avais rencontrée quelques fois. Elle semblait assez sympa. C'est quand, ai-je demandé. Le mois prochain, du 14 au 17 avril. J'ai hoché la tête. Ça a l'air sympa. Elle a souri. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Tu mérites une pause. Elle m'a embrassé sur la joue. Tu es le meilleur. Mais quelque chose s'est serré dans mes tripes. Le 14 avril était notre anniversaire de mariage. Je n'ai rien dit au début. Peut-être qu'elle avait oublié. Peut-être qu'elle me ferait une surprise avant de partir. Mais à mesure que le voyage approchait, il n'y avait aucune mention de notre anniversaire. Pas de carte, pas de projet de dîner, juste des listes de bagages et de l'excitation pour la côte des EAPOS, Azur. La veille de son départ, j'ai essayé d'aborder le sujet l'air de rien. Et, tu te rends compte que le 15, c'est notre anniversaire, n'est-ce pas? Elle a levé les yeux de sa valise. Oh, oui, je sais. Un silence. On fêtera ça quand je rentrerai, a-t-elle ajouté. Peut-être ce nouvel Italien chic près du Trocadéro. Bien sûr, ai-je dit. Mais la façon dont elle l'avait dit, si désinvolte, si détachée, m'a fait l'effet d'un coup de couteau. 13 ans de vie commune et elle choisissait un week-end entre copines plutôt que notre anniversaire. C'est là que j'ai su que quelque chose clochait.
Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été, mais je ne suis pas idiot non plus. J'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué qu'elle envoyait beaucoup de textos à une certaine Léa, constamment au dîner, au lit, dès le réveil. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table de nuit. J'ai jeté un coup d'œil. Léa. Tellement hâte d'être à Cannes. Ça fait trop longtemps. C'était assez innocent, sauf que j'avais vu Valérie envoyer un message à la vraie Léa 2 jours plus tôt. Elle était enregistrée dans son répertoire sous le nom de Echo, Léa K. Echo. Ce contact s'appelait juste Echo, Léa Echo. Pas de nom de famille, pas de photo. J'ai ouvert la conversation et mon estomac s'est noué. Les messages n'étaient pas explicites, mais ils étaient familiers. On comptait les jours, on se disait, tu me manques. On avait réservé la suite avec vue sur mer comme elle le voulait. Et puis, il y en a eu un qui m'a glacé le sang, il n'en sait rien. Gardons ça comme ça. J'ai pris des captures d'écran, je me les suis envoyées, et j'ai effacé les preuves que j'avais ouvert le fil de discussion. Puis j'ai remis le téléphone exactement là où il était. Quand Valérie est sortie de la douche, j'étais au lit en train de faire semblant de lire. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, juste fatiguée. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, m'a embrassé l'épaule. Je t'aime, a-t-elle dit. Moi aussi, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Mais je savais aussi à cet instant que j'allais bientôt découvrir à quel point ce n'était pas réciproque. Le lendemain matin, elle est partie pour l'aéroport. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, je l'ai aidé à charger sa valise dans l'Uber. Amuse-toi bien. Fais attention à toi. Tu me manques déjà. La voiture a démarré. Je l'ai regardée disparaître au coin de la rue. Puis je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai réservé un vol pour Nice. Je n'allais pas la confronter par téléphone. Je n'allais pas attendre et me poser des questions. J'allais savoir. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale. Il n'a pas posé de questions. J'ai préparé un petit sac, juste assez pour 2 jours. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je me suis connecté à notre compte de téléphonie mobile partagé et j'ai vérifié l'historique de localisation de Valérie. Elle avait été négligente. Les services de localisation étaient toujours activés. Je pouvais voir exactement où elle se trouvait. Hôtel Majestic, Cannes, chambre 847. J'ai zoomé sur la carte. Un palace, des suites avec vue sur mer à partir de 800 € la nuit. Pour un week-end entre filles, ça semblait excessif. J'ai vérifié les détails de la réservation. Notre carte de crédit avait été débitée non pas pour une chambre double simple, mais pour une suite. Et la réservation était au nom d'une seule personne, Valérie Lefebvre. Pas de Léa. J'ai atterri à Nice à 22h30. J'ai pris un VTC directement pour l'hôtel. Le chauffeur essayait de faire la conversation. Je n'entendais pas un mot. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. Une partie de moi espérait que je me trompais, que j'arriverais là-bas et que je trouverais Valérie et Léa en train de rire devant des cocktails, et que je me sentirais comme un idiot de l'avoir soupçonné. Mais l'autre partie, celle qui avait lu ces messages, savait à quoi s'en tenir. Nous sommes arrivés devant l'hôtel juste avant 23h30. J'ai payé le chauffeur, j'ai pris mon sac et j'ai traversé le hall comme si j'y résidais. Personne ne m'a arrêté. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage, j'ai trouvé la chambre 847 et je suis resté devant la porte pendant 1 minute entière, essayant de décider si j'étais prêt pour ce qui allait suivre. J'ai frappé, doucement d'abord, puis plus fort. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, des bruits de pas, une voix d'homme étouffée. J'y vais. La porte s'est ouverte et il était là, grand, athlétique, sans doute la trentaine, torse nu, un peignoir de l'hôtel ouvert, un verre de champagne à la main. Il m'a regardé comme si j'étais le service d'étage. Puis son cerveau a percuté. Je peux vous aider. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixé, lui, le peignoir, le champagne, et le fait qu'il se tenait dans la chambre d'hôtel de ma femme à minuit. De l'intérieur, j'ai entendu sa voix. Chérie, c'est qui? Chérie. Ce mot m'a percuté comme un TGV lancé à pleine vitesse. Le visage de l'homme s'est vidé de ses couleurs. Je n'ai pas attendu. Je l'ai poussé pour entrer dans la suite. La pièce était un décor de rêve.
des pétales de rose éparpillés sur le sol, des bougies vacillantes sur chaque surface, une bouteille de champagne sur glace, 2 verres, et dans l'embrasure de la porte de la chambre, enveloppée dans un peignoir de l'hôtel, les cheveux mouillés, le visage un peu rouge, Valérie. Elle s'est figée en me voyant, sa bouche s'est ouverte, aucun son n'est sorti. Les roses que je tenais ont glissé de ma main et ont frappé le sol en marbre dans un bruit sourd. Marc. A-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé lui, puis je suis revenu sur elle. Joyeux anniversaire, ai-je dit. Pendant un moment, personne n'a bougé. Les yeux de Valérie faisaient la navette entre moi et cet homme. Son cerveau essayait de rattraper le coup, de trouver une explication qui rendrait tout cela acceptable. Il n'y en avait pas, Marc, je n'ai pas, ai-je dit calmement. Elle a fait un pas en avant. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri. J'ai ri pour de vrai. Ce n'est pas ce que je crois? Parce qu'on dirait vraiment que tu es dans une suite de luxe avec un autre homme le soir de notre anniversaire. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Les yeux coupés. Les pétales de rose, les bougies, le fait qu'ils viennent de t'appeler Echo, chérie Echo. L'homme, quel qu'il soit, a fini par retrouver sa voix. Écoute, mec. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je me suis tourné vers lui. Toi, tais-toi. Il l'a fait. J'ai regardé Valérie à nouveau. Depuis combien de temps, Valérie? Depuis combien de temps? Elle a dégluti difficilement. 6 mois. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Une demi-année de prétendus congrès et de week-end entre filles pour rentrer ensuite m'embrasser comme si de rien n'était. C'est qui? Ai-je demandé. Elle a hésité. C'est qui? Il s'appelle Julien, a-t-elle dit doucement. C'est un client. Un client, évidemment. Et Léa, ai-je demandé. Elle est seulement là. Valérie a regardé le sol. Non. Donc, tu as menti sur absolument tout. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne voulais pas me blesser? Ma voix a monté. Tu couches avec un autre homme depuis 6 mois et tu ne voulais pas me blesser? Julien a bougé, mal à l'aise. Peut-être que je devrais. Tu restes exactement là, ai-je dit d'une voix glaciale, parce qu'on n'a pas fini. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les captures d'écran de ces messages, et j'ai tenu l'écran bien haut pour qu'elle puisse voir. Je suis au courant pour les textos. Je sais pour les autres voyages. Je sais que tu prévois ça depuis des mois. Son visage est devenu livide. J'allais t'en parler, te donner une chance d'être honnête, mais après je me suis dit, pourquoi? J'ai empoché le téléphone. Pourquoi te donner la chance de me mentir en plein visage encore une fois? Les mains de Valérie tremblaient. Marc, s'il te plaît, on peut arranger ça. Arranger ça, ai-je répété. Valérie, tu l'as choisi lui plutôt que moi. Tu as choisi une suite à Cannes plutôt que notre anniversaire. Tu as choisi de mentir, de te faufiler, de me faire passer pour un fou alors que j'avais des doutes légitimes. Je me suis approché. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Tu ne le penses pas vraiment. Si. Elle a commencé à pleurer. Marc, je t'aime. Non, ai-je dit fermement. Tu ne m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu ne serais pas ici en train de trinquer avec lui. Julien s'est raclé la gorge. Écoute, mec. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas, vous ne saviez pas quoi, me suis-je tourné vers lui. Qu'elle était mariée ou que vous étiez la raison de son divorce? Il a bégayé. Elle m'a dit qu'elle était séparée. Elle a menti, ai-je dit platement. Elle est très douée pour ça. J'ai regardé Valérie. Dis-lui la vérité. Dis-lui que nous vivons ensemble. Dis-lui que je t'ai préparé ton petit déjeuner ce matin avant que tu ne prennes ton vol. Elle n'a pas répondu. Le visage de Julien a changé radicalement. Attendez, vous vivez encore ensemble? On partage le même lit, ai-je ajouté. On partage une vie. Enfin, on l'a partagée jusqu'à ce soir. Julien a regardé Valérie comme s'il la voyait pour la première fois. Tu m'as menti à moi aussi. Bienvenue au club, ai-je dit. Je me suis tourné vers Valérie. Je m'en vais. Je rentre à Paris par le premier train ou avion. Et quand je serai là-bas, j'appellerai un avocat. Marc, attends.
Je prends des captures d'écran de tout. Les messages, la réservation d'hôtel, les relevés de carte de crédit, absolument tout. Ses yeux se sont agrandis de terreur. Tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai. J'ai attrapé mon sac. Profitez bien de votre week-end, tous les deux. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, Valérie sanglotait bruyamment. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. Pas moi. Et je suis sorti. J'ai atteint l'ascenseur avant que l'adrénaline ne retombe. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était oppressée. Ma vision se brouillait un peu. Je me suis appuyé contre la paroi et j'ai essayé de respirer profondément. 13 ans de vie commune balayés dans une chambre d'hôtel, en un instant. L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes. Je suis monté. Et au moment où les portes se refermaient, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas brisé. J'étais furieux. Je ne suis pas rentré à Paris cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai pris une chambre dans un autre hôtel, un petit établissement à quelques rues de là. Je me suis assis sur le lit, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à tout documenter. Les captures d'écran des messages, les photos de la réservation d'hôtel, les relevés bancaires montrant des dépenses que je ne reconnaissais pas. J'ai créé un dossier intitulé Écho, preuve de divorce Écho. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai appelé un avocat. Il s'appelait Maître David Klein, spécialisé dans les divorces complexes. Il était extrêmement bien noté. J'ai expliqué la situation. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a demandé, « Avez-vous des preuves tangibles ? Capture d'écran, photos, relevés de carte bancaire. Je peux en avoir plus si nécessaire. » Très bien. En France, le divorce pour faute existe toujours, et même si les conséquences sont moins fortes que auparavant, les preuves d'infidélité et surtout le détournement de fonds communs peuvent lourdement impacter la prestation compensatoire. Elle gagne plus que moi, ai-je précisé. C'est elle qui a le plus gros salaire. Encore mieux. Ça joue totalement en votre faveur. Il a marqué une pause. Marc, je vais être honnête avec vous. Ça va être pénible. Elle va se battre. Elle va essayer de retourner la situation. Êtes-vous prêt pour ça ? J'ai repensé à la chambre d'hôtel. Aux pétales de rose. À l'homme en peignoir. Oui, ai-je dit. Je suis plus que prêt. J'ai pris un vol pour Paris le lendemain matin. Le vol de Valérie n'était pas prévu avant le dimanche. J'avais l'appartement pour moi tout seul. J'ai agi avec méthode. Premièrement, j'ai changé les serrures. Légalement, je ne pouvais pas l'empêcher d'entrer car c'était notre domicile conjugal, mais je voulais que le message soit clair dès qu'elle poserait la main sur la poignée. Deuxièmement, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire personnel et j'y ai transféré la moitié de nos économies communes, strictement ma part. Troisièmement, j'ai fait opposition aux cartes de crédit à mon nom qu'elle utilisait. Quatrièmement, j'ai emballé ses affaires. Pas tout, juste assez pour qu'elle comprenne. À son retour, il n'y aurait aucune ambiguïté. C'était fini. Dimanche soir, j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure. Ça ne fonctionnait pas. Elle a réessayé plusieurs fois, puis a fini par frapper. Marc, ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Elle a frappé plus fort. Marc, je sais que tu es là. S'il te plaît, on doit se parler. Je me suis approché de la porte mais je ne l'ai pas ouverte. Tes affaires essentielles sont dans le box de stockage au sous-sol. Box 12. Le code est le 4739. Marc, tu ne peux pas me faire ça. C'est déjà fait, ai-je dit. Je me suis éloigné de la porte. Elle a frappé encore quelques fois, puis s'est arrêtée. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, et je me suis assis sur le canapé de cet appartement que nous partagions depuis 8 ans, et je n'ai absolument rien ressenti. Le lendemain matin, elle a reçu l'assignation par huissier sur son lieu de travail. Je le sais parce que Maître Klein m'a appelé. C'est fait, elle a été signifiée. Son avocat nous contactera probablement sous 48 heures. Parfait. Marc, encore une chose. Elle va sûrement essayer de négocier. Elle va vouloir régler ça vite et discrètement pour éviter que ça ne s'ébruite.
Ne la laissez pas faire. Pourquoi? Parce qu'elle cache quelque chose de plus gros. Je le sens. Et nous devons découvrir quoi. Il avait raison. 2 jours plus tard, son avocat a appelé, proposant un accord amiable. Partage à 50/50 des biens, pas de prestations compensatoires, une séparation nette et rapide. Ça semblait presque raisonnable. David a dit non. On passe à la phase de communication des pièces, leur a-t-il dit. Divulgation financière complète. Relevé bancaire sur 3 ans, carte de crédit, dossier de notes de frais professionnels, tout. L'avocat de Valérie a protesté vivement. C'est totalement disproportionné. Ma cliente se montre plus que juste. Votre cliente a commis un adultère et a surtout utilisé l'argent de la communauté pour le financer grassement, a coupé David. Nous irons jusqu'à Apos, au bout. Si vous voulez un accord, on en reparlera après avoir épluché les comptes. Ils ont raccroché. David s'est tourné vers moi avec un petit sourire. Maintenant, on attend. La procédure a pris 6 semaines et ce que nous avons trouvé était édifiant. Valérie n'avait pas été seulement infidèle. Elle volait de elle et Apos, argent de manière systématique. Au cours de l'année écoulée, elle avait détourné 47 000 € de nos comptes joints vers un compte secret dont j'ignorais l'existence. Des petits virements, 500 € par-ci, 1 000 € par-là. Jamais assez pour alerter la banque, mais avec le temps, ça s'était accumulé. Elle préparait soigneusement sa sortie, se constituait un capital, et Apos, apprêtait à me quitter. Cette liaison n'était pas un accident de parcours. C'était une étape de son plan. David a immédiatement modifié la demande de divorce. Nous ne demandions plus seulement le divorce pour faute. Nous demandions des dommages et intérêts massifs pour l'argent détourné, pour le préjudice moral, pour tout ce que Apos, elle avait orchestré. L'avocat de Valérie a rappelé dans les 24 heures. On doit s'asseoir autour d'une table. La réunion pour l'accord final était glaciale. Valérie était assise en face de moi, les yeux rougis, les mains jointes. Elle semblait beaucoup plus petite et fragile que dans mes souvenirs. Son avocat a exposé une nouvelle offre, bien plus avantageuse pour moi. Elle rendrait les 47 000 € intégralement. Elle renonçait à toute prestation. Elle gardait seulement sa voiture et son propre plan d'épargne entreprise, et s'en allait. Je gardais l'appartement, elle et Apos, intégralité de mon épargne retraite et ma voiture. Une rupture totale. David m'a regardé en hochant la tête. C'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. J'ai regardé Valérie droit dans les yeux. Pourquoi tu as fait ça? Elle n'a pas répondu tout de suite, puis a murmuré, je me sentais étouffé. Étouffé? Tu es un homme bien, Marc. Tu es stable. Tu es rassurant. Mais je me sentais coincé dans une routine. Comme si ma vie se déroulait sans passion et je voulais plus d'Apos, adrénaline. Alors tu m'as trahi. J'ai fait une erreur de jugement. Tu as fait des choix délibérés, ai-je corrigé froidement. Chaque message envoyé, chaque voyage planifié, chaque mensonge quotidien, c'était des choix conscients. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je sais. Et maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences de ces choix. J'ai signé l'accord, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je voulais que Apos, elle disparaisse de ma vie au plus vite. Le divorce a été prononcé officiellement 30 jours plus tard. J'ai gardé mon appartement, mon job, ma dignité. Valérie a fini par déménager sur la côte d'Apos, Azur. Aux dernières nouvelles, son histoire avec Julien n'a pas tenu plus de 2 mois. Il s'avère que les relations bâties sur des mensonges et la trahison n'ont pas de fondation très solide. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon salon à mon appartement à moi tout seul quand j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Salut, c'est Julien. On peut se parler? J'ai fixé le message pendant un long moment, incrédule. Puis j'ai bloqué le numéro sans répondre. Certaines conversations ne méritent même pas d'Apos, être commencées. 1 an après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Claire. Elle est institutrice. Elle est douce. Elle est d'une honnêteté désarmante. Elle ne connaît pas encore toute l'histoire. Pas dans les détails. Mais quand je me sentirai prêt à lui raconter, je le ferai sans crainte. Parce que j'ai appris une leçon fondamentale dans cette chambre d'hôtel à Cannes. L'amour n'est pas une question de grands gestes théâtraux ou de moments de passion volée.
C'est une question de présence, d'honnêteté radicale, et de se choisir l'un l'autre, chaque jour, dans la simplicité. Valérie avait cessé de me choisir bien avant que je ne frappe à cette porte ce soir-là. Et j'en ai fini de courir après des gens qui ont déjà quitté le navire. Si vous avez déjà été trahi, si votre confiance a déjà été piétinée, si vous vous êtes déjà retrouvé dans un couloir sombre en vous demandant si vous aviez la force de tout arrêter, sachez que vous l'avez. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez, et vous méritez quelqu'un qui vous choisit sincèrement chaque matin.